Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de deux sujets, la mobilisation nationale et internationale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et l'actualité malienne avec les recommandations de la phase nationale de consultation des forces vives. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, d'emblée de jeu, on parle du Burkina avec cette actualité, une manifestation de soutien au plan national et à l'international en faveur du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a motivé une telle organisation selon vous? Je pense que c'est aussi un enchevêtrement d'éléments. Mais je pense que l'un des éléments forts, ça a été quand même ce qui s'est passé devant le Sénat américain avec le général Langley qui a parlé de nos ressources comme étant celles utilisées pour protéger un pouvoir. Et ça n'a pas plu. D'autant plus que ça paraissait assez incongru et puis léger aussi comme élément servi devant, quoi qu'on dise, un lieu aussi important pour ceux qui connaissent aussi l'histoire des États-Unis. Et donc, ça fait vraiment écho. Et on a vu aussi ce que notre ministère des Affaires étrangères a eu à donner comme aussi dénonciation, prenant les propos tenus avec toute la gravité et puis décidant d'y répondre et de dénoncer aussi ce qu'a été l'approche aussi assez légère notamment de ce général-là parlant du Burkina Faso. Et je pense que ça c'est un élément assez fort parce que quand vous regardez aussi il faut dire que on sait les rapports que les États-Unis ont aussi avec nos pays. On sait que les soldats américains ont été on leur a demandé de quitter le Niger, après on a vu le Tchad. Et ce n'est pas forcément de gaieté de cœur que tout cela s'est passé. Mais derrière donc tous ces éléments-là, il y avait en filigrane, et c'est la lecture que beaucoup avaient, et c'était difficile de ne pas avoir cette lecture-là, de quelque chose qui s'organisait un peu contre le Burkina Faso et qui, si on y prenait garde, pourrait prendre une certaine forme. Donc il fallait dénoncer déjà dès le début cette façon de voir les choses qui sont d'un autre monde, parce que cet impérialisme-là, il y a beaucoup aujourd'hui qui le dénoncent, et cette façon condescendante de parler de certains pays, de la façon dont ils gèrent certains éléments, ça posait énormément de problèmes. Et puis c'est dans un contexte, j'ai dit il y a un enchevêtrement. N'oublions pas qu'au Burkina on parlait aussi de coup d'État et on parlait d'un plan qui devait, jusqu'à juin en tout cas, arriver à son terme. On parlait même d'une présidence qui devait être attaquée. Il y a eu des arrestations et je pense que le ministre de la Sécurité a donné donc beaucoup d'éléments là-dessus. Et parlant du même général, on l'a vu en Côte d'Ivoire avec le ministre de la Sécurité parler, et c'est ce qui avait été dit de façon très claire, de la sécurité dans la sous-région. C'est un droit, c'est normal. Réussi aussi en Algérie, pour qui connaît aussi notre histoire récente parlant des pays de l'AES, vous avez vu la sortie du ministre de la Sécurité. L'essentiel des personnes, en tout cas qui sont soupçonnées de volonté déstabilisatrice, se trouvent en Terre du Bénin, se trouvent en Côte d'Ivoire. On sait que le torchon brûle fortement entre l'Algérie et le Mali. On connaît vraiment l'histoire. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui est en train de se passer, ça donnait en tout cas la légitimité d'avoir un regard de ce que quelque chose pourrait être en train de se tramer, et il fallait être vigilant. Et je pense que c'est dans ce contexte-là, et voyant pour beaucoup quelque chose de malsain, il y a eu ce sentiment-là qui a gagné, on va dire, pas seulement les Burkinabés, parce qu'on a vu cette expression de solidarité là, un peu partout dans le monde, de voir un géant qui pourrait vouloir s'en prendre à moins fort, c'est vrai, mais sur des bases qui ne sont pas logiques. En termes d'appréciation, comment est-ce que vous saluez la mobilisation même qu'on a eu à observer ce 30 avril, non seulement au Burkina, dans les différentes villes, mais aussi à l'international? En termes de mobilisation, comment vous l'appréciez? D'aucuns ont qualifié cette date du 30 avril 2025 de date historique. Moi, je pense que la mobilisation, c'est même pas le 30. Parce que le 30, bon, c'est ceux qu'on a vus qui sont sortis à Ouagadougou, dans plusieurs villes du monde. Mais c'est pas ça, c'est comment les gens autour
du Burkina Faso autour de cette question de lutte contre l'impérialisme et d'un pays qui veut affirmer sa souveraineté, comment derrière beaucoup ont partagé, on va dire, le combat qui est en train d'être mené. C'est ça qui est important. Et vous avez vu le monde culturel, le monde, je veux dire, des influenceurs de façon générale, pas parce qu'ils sont, mais des personnes qui impactent dans la vie de tous les jours, qui sont connus à travers le monde, prendre parti, dire ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et ils partagent donc leur soutien, ils expriment leur soutien au président Ibrahim Traoré, parce que ce qu'ils regardent, c'est un genre d'injustice qui était en filigrane en train de se tramer, et c'est contre cela que beaucoup se sont mis debout. Vous avez vu même en Afrique du Sud des leaders politiques s'y inviter, c'est dire que à un moment donné, c'est ça d'abord même cette mobilisation, avant d'en arriver même au jour où il y a une expression massive de personnes qui descendent. C'est-à-dire à travers le monde, il y a déjà eu cette manifestation via les réseaux sociaux, cette façon d'affirmer en tout cas son comment dire cela, comment est-ce qu'on partage évidemment la réalité burkinabé. Je pense que c'est ça qui a été fort. Et puis il y a eu maintenant le 30, on a vu, pour ceux qui étaient à Ouagadougou, on a vu comment notre place mythique a été prise d'assaut. Et ça, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Vous allez prendre Bobo Dioulasso, plusieurs autres villes du Burkina Faso. Les grands espaces qui ont été ceux désignés pour la mobilisation ont été tous envahis. Et on ne parle même pas de l'extérieur du pays. Donc c'est ça, c'est vraiment, c'est-à-dire la mobilisation même avant et le jour même. Et pour moi, c'est fort du sens. Pour ceux qui voulaient tester encore le capital sympathie que le capitaine Ibrahim Traoré a, je pense qu'ils ont eu leur réponse. Et comment est-ce que vous appréciez la contribution, l'engagement de la diaspora burkinabé au niveau du fonds de soutien patriotique? On avait vu l'élan qu'il y avait avec cette diaspora burkinabé que nous avons à l'extérieur, mais aussi à travers cette journée du 30 avril, on a senti aussi un engagement particulier. Quelle est votre appréciation? Bon, l'engagement, je pense aussi que ça, on le sent déjà hein, quand on voit les points qui sont faits sur le fonds de soutien patriotique. C'est-à-dire, là, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes pour dire, bon, chacun donne ce qu'il peut, parce qu'on sait qu'on est en guerre et on a besoin de moyens pour pouvoir faire cette guerre-là. Mais en même temps, c'est des gens qui, en même temps qu'ils participent, restent regardants sur comment est-ce que les choses sont en train de fonctionner au pays. Je pense que c'est ça qui est important. Et quand on voit la mobilisation, c'est l'expression de ce que le devenir du Burkina, même ceux qui sont encore très loin, ils regardent ça de façon très attentive. Et ils sont solidaires de la lutte qui est en train d'être menée. Parce que de façon centrale, peut-être que vous allez revenir là-dessus, même le message de remerciement du président, vous le voyez, c'est qu'il y a la question qui est centrale. C'est que ce sont des pays qui sont dans une dynamique, c'est une guerre de souveraineté et d'affirmation de ce que sont ses choix et de faire les choses par lui-même. On peut se tromper, mais c'est nous qui faisons ce qu'on veut faire. C'est un peu ce qui est en train d'être imprimé comme dynamique. C'est d'abord ça qui est le débat central. Et c'est ce à quoi beaucoup adhèrent aujourd'hui. Que ce soit les Burkinabés de la diaspora, mais même pas seulement les Burkinabés. Ceux même qui ne sont pas burkinabés, il y a un capital sympathique qui est très fort. Notamment, on a vu le Kenya, l'Afrique du Sud, plusieurs pays. Parlons de ces panafricains. C'est ce que je dis, mais ces personnes-là se positionnent relativement à un combat qui est en train d'être mené. Et ils voient comment les choses sont portées au niveau de l'AES. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas voir un chef d'État dire certaines vérités concernant les pays occidentaux. Ceux qui l'ont fait, on sait aussi comment ça s'est terminé. Donc ça, ce genre d'audace-là, et puis on a vu sur certaines postures, le Burkina a refusé certaines condescendances. Quand il y a certaines actions qui sont menées, il y a certaines postures qui sont menées, certaines légèretés à l'endroit des pays de l'AES, il y a toujours un communiqué qui va sortir pour dire on n'est pas d'accord, on veut être traité différemment. Et ça, c'est des éléments auxquels aujourd'hui beaucoup adhèrent. N'oublions pas quelque chose, lorsqu'on parle du continent africain, il est très jeune. Regardez la moyenne d'âge. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas les complexes de leurs grands frères et de leurs papas. C'est ce que nous avons, c'est ce que beaucoup oublient. C'est-à-dire que c'est un monde qui s'interpénètre. On parle de globalisation et de tout. C'est-à-dire il n'y a plus ce complexe-là. L'Africain ne se regarde plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de générations ont fait les mêmes études, ils sont ouverts au monde de la même façon. Autant, à un moment donné, les gens pensaient que l'autre était plus intelligent. Aujourd'hui, c'est plutôt chacun qui s'est dit, il apporte
C'est-à-dire il va au rendez-vous vers le monde avec quelque chose que lui aussi il apporte, il est riche de quelque chose. Donc quand on a une bonne frange de la population qui pense ainsi, elle se dit il faut arriver à une réalité, c'est s'autodéterminer soi-même. C'est-à-dire que se donner les moyens de réussir, compter sur soi-même. Et puis ne pas accepter que quelqu'un d'ailleurs vienne vous dicter quoi que ce soit ou bien vous dise comment quelque chose doit être fait. Si vous devez vous tromper, trompez-vous vous-même. C'est un peu la réalité. Et c'est ce combat-là et c'est ce qui est mis sur la table qui aujourd'hui construit ce capital sympathie-là autour. Je pense que c'est bien cela. Pour vous aujourd'hui, quand on regarde également, vous avez bien fait de le mentionner, il y a eu le soutien du monde culturel, pas seulement burkinabé. On a aussi vu des stars à l'international qui ont soutenu justement les actions du président. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce soutien représente pour le Burkina? Moi, je pense que c'est un soutien qui est très intéressant. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer ici, il y a beaucoup qui l'observent. Et le combat qui est en train d'être mené, beaucoup en voient la justesse. Je ramène encore la question des générations. Vous savez, même les pays dans lesquels on dira qu'il y a des dirigeants, quand vous regardez, bon, on n'est pas forcément aligné, mais regardez ce que demande leur population. Ce n'est pas loin de cela. C'est que la richesse de leur sous-sol leur bénéficie. Et ça, vous voyez ce que l'anglais dit, qui est dommage, c'est que il trouve aujourd'hui que l'or ne bénéficie pas aux populations. Donc ça veut dire que peut-être qu'avant, le capitaine Ibrahim Traoré, l'or bénéficiait aux Burkinabés. C'est ce que ça sous-entend. Est-ce que les richesses africaines-là bénéficient vraiment au peuple? Lorsqu'on connaît la réalité de ponction que viennent faire surtout les sociétés étrangères avec une façon de coopérer qui est toujours en défaveur des pays qui les accueillent parce qu'ils ne sont pas plus forts. C'est ça la réalité. Et donc, c'est ce débat-là qui est posé et sur lequel beaucoup se positionnent aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils regardent, ils se disent, quand même, on a une autre... On est aujourd'hui à un autre moment de l'humanité où il y a des choses qui ne peuvent pas continuer, qui ne peuvent pas se faire. Il y a des combats qui doivent être vrais et réels. Quand on parle de la question d'indépendance, ça ne doit pas être une vue de l'esprit, ça doit être quelque chose qui doit être vécu. Soit vous l'êtes, soit vous menez le combat pour l'être. Et quand on voit certains pays qui sont dans ce combat-là, qui se positionnent comme étant l'élément premier de suivi, ça ne peut que créer ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En fin de journée du 30 avril, on a justement vu ce message de remerciement du chef de l'État, du président du Faso, qui s'est réjoui de l'élan de solidarité, de soutien manifesté, non seulement au plan national, mais aussi à l'international. Beaucoup de choses ont été dites par le président. Comment est-ce que vous analysez ce message? C'est un message de remerciement c'est sur son compte X. Donc c'est un message, on sait c'est nombre de caractères, on sait donc c'est un message qui est succinct et qui est assez précis. Déjà remercier les uns et les autres pour la mobilisation et puis rappeler le combat et le choix qui est celui du Burkina et qui est assumé, qui est celui du combat pour une souveraineté et de l'autodétermination. C'est ce qui ressort dans ce message-là. Ça veut dire qu'on recentre le débat sur ce qui est important. Ce n'est pas l'envie de se gargariser, se taper la poitrine pour dire oui, on est ceci. Non, on a droit à ça, au respect. On veut par nous-mêmes décider, on veut par nous-mêmes faire les choses. Je pense que c'est ce message-là qui est ressorti encore, même dans le remerciement. Recentrer le débat sur ce que c'est la question de souveraineté, c'est une lutte pour la souveraineté qui est en train d'être engagée. Maintenant, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est intéressant que dans cette lutte-là, qui n'est pas facile, on sente qu'il y a beaucoup qui épousent l'idée et qui savent que le combat, il est noble. Je crois que c'est comme ça qu'on peut de façon succincte, résumer le message qui a été celui du président. Mais avant, vous avez vu, c'est un peu dans la même dynamique que le message du Premier ministre, le 30 lui-même, où l'on revient sur cette lutte-là qui est celle de souveraineté. Je pense que c'est le mot qui est martelé et qui revient à chaque fois. Donc, à un moment donné, il faut que les autres comprennent la dynamique dans laquelle on est et que c'est un combat qui va se mener jusqu'à ce que cette souveraineté-là puisse être réelle et voilà. Je pense que c'est un peu cette dynamique-là. Puisque vous en parlez, le Premier ministre a évoqué encore la crainte qui était sur plusieurs lèvres, la crainte de voir l'histoire se répéter. Le Premier ministre qui dit 1987 n'est pas 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ces aspects qui reviennent?
on ne peut pas ne pas faire des parallèles. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, c'est quelquefois l'audace de propos et de posture qui mettent qui exposent. Parce que on a été habitué à ce que ceux qui disent non terminent d'une certaine façon. Si c'est pas quelqu'un d'à côté, en tout cas c'est un proche. Ça ne se fait jamais de façon frontale. Et c'est pour ça, avec ce qui s'est passé avec la sortie de l'anglais, beaucoup se sont dit, mais attention, il faut être très prudent. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme ça et qu'il faut minimiser. Non. Si on laisse faire, c'est des éléments qui, comme boule de neige, vont grossir et on verra après des choses ingérables. Il faut commencer à dénoncer. Et c'est pour cela que ce type de sortie et l'ampleur que cela prend permet d'avoir un impact qui est celui de mettre certains dans leurs petits souliers. Parce que quand vous prenez l'anglais, qu'est-ce qu'ils défendent? Qu'est-ce qu'ils devaient défendre devant le Sénat? Parce que, recentrons la chose, ils partaient défendre devant le Sénat que Africom puisse continuer d'exercer, étant entendu qu'on voulait le mettre sous Eurocom ou le faire fusionner. N'oublions pas que il y a Donald Trump, même en 2018, lors de son premier mandat, avait voulu dissoudre Africom, qui, il faut le rappeler, a été mis sur pied, je pense que c'était sous George Bush, c'était en 2006, et qui rassemble tout ce qu'il y a comme commandement pour les éléments qui sont donc effectués par les États-Unis sur le continent africain. On le met sous un seul commandement et c'était sous George Bush que cela avait été initié, c'était en 2006. Maintenant, ils se rendent compte que dans les faits, ils ne voient plus l'intérêt de garder Africom, puisque quand ils regardent, évidemment, la fonction première qui est celle de protéger les intérêts et de faire évoluer sur les intérêts nationaux américains sur les sols où ils sont, ils voient qu'il n'y a plus trop d'enjeux. Mais c'était ce qu'ils partaient défendre. Mais en allant défendre ça, ils parlent du Burkina où il y a encore de l'or, mais on ne sait pas. On dirait que ce tort, ils voulaient que ça profite à. Ils voulaient que ça profite. Pourquoi est-ce que c'est eux qui font ce combat-là? Et pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils savent qu'il y a un or qui ne profite pas aux populations? Mais parce qu'on a décidé de gérer les choses autrement. Et on parle quand même des États-Unis. C'est Donald Trump, quelqu'un qui a une vision de la diplomatie qui est celle transactionnelle, où il a son intérêt, c'est là-bas il va y mettre le pied. Et j'ai l'impression que l'anglais parle de quelque chose qui pourrait être d'intérêt pour qu'il puisse continuer d'y rester. C'est là où ça devient un peu gênant. Notre or, c'est à nous. Nous décidons de le vendre à qui on veut, on décide de l'exporter où on veut, on décide de faire ce qu'on peut faire avec, selon les visions qui sont les nôtres. Et puis on sait aujourd'hui, pour ce qui est de l'AES, c'est que de façon sous-jacente, il y a un autre combat qui est en train d'être mené. Suivez mon regard. Donc on sait ce que l'or peut être dans cette dynamique-là. Et donc je pense que c'est un peu tout ça. Mais je pense que le plus important ici, c'est que le message soit passé et que pour ce qui semblait être des éléments qu'on commençait à tramer en dessous, ça vient vraiment mettre, si c'était vraiment la dynamique, ça vient mettre bien mal à l'aise ceux qui avaient commencé à voir les choses ainsi. Et il n'y a pas que ça, je dis encore qu'il y avait un élément aussi de déstabilisation qui était notre actualité. Pour ceux qui pensaient à un moment donné que le plus facile c'est de déboulonner le président Ibrahim Traoré, ils comprendront qu'il a un capital sympathie fort et qu'il y a beaucoup de monde qui reste autour et qui épouse la dynamique dans laquelle il est. Ça, c'est aussi très important comme message qui est emmené. Justement, dernière question sur cette actualité au plan national, comment sauvegarder ce capital sympathique que nous avons à l'international? Il est indéniable que pour toute décision, pour toute actualité qui touche aujourd'hui le Burkina, le regard est à l'international, le regard est dans la sous-région. Comment est-ce qu'on arrive à sauvegarder ce capital sympathique? Ce capital aussi s'est construit sur quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une route qui a été tracée, que beaucoup regardent comme étant un chemin courageux. Une boussole. Voilà. Et donc, tant que l'on reste dans cette dynamique et qu'on ne dévie pas, évidemment, ce qui a construit ce capital sympathique continuera. Et le Burkina, sur ce chapitre, est regardé un peu comme un exemple. Beaucoup se disent, il y a beaucoup qui ont tenté avant, mais est-ce que ceux-là vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir? Ça ne se fait pas sans pression.
Et c'est pour ça qu'il y a une compassion naturelle dans ce que sont quelquefois les difficultés que traverse le Burkina. Et c'est ce qu'on a eu comme expression. Donc, tant que sur ce combat et sur cette ligne qui est donnée, l'on reste droit dans les bottes, je pense que ça ne décevra pas. Et donc, la mobilisation continuera de demeurer. On va évoluer cette fois-ci avec l'actualité malienne, notamment les recommandations de la phase de consultation au niveau national au Mali. On a vu les forces vives qui ont été réunies les 28 et 29 avril. Quelle est votre appréciation déjà par rapport à la tenue de ce cadre-là? La tenue de ce cadre-là, peut-être que beaucoup ne voyaient pas cela venir, parce que le problème, ce n'est pas le cadre lui-même. C'est ce qui en sort. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'onde de choc qui est très fort. Et puis, il y a beaucoup de surprises pour certains. Vous vous rappelez, au Mali, lorsque l'actuel Premier ministre venait donc juste après l'autre qui avait été remercié, Choguel Maïga, l'une des premières missions qui lui était dévolue, et Assimi Goïta le disait, c'est de faire à ce qu'on ait des élections. C'était bien le message et ça avait été dit de façon très claire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sort de ces assises des 28 et 29, on est dans une autre dynamique. Quelle est cette dynamique? Qu'est-ce qui change? Les élections sont suspendues. Le processus pour aller à des élections sont suspendus. Il est proposé que Assimi Goïta soit président, non de transition, mais président plein pour 5 ans, renouvelable. Les partis politiques dissous. Je crois que c'est les grandes décisions qui en sortent. Et même dans la réconfiguration des choses, c'est-à-dire si demain il devrait y avoir des partis politiques qui reviennent et tout, il y a des garde-fous qui ont été donnés, il y a des décisions qui ont été prises pour encadrer. Et quand vous les voyez, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de fond qu'on tente de résoudre. Il y a un sentiment qu'on exprime. Maintenant, est-ce que c'est forcément la bonne solution? Ça, je parle de la question de la gestion des partis politiques. Ça reste encore une question. Mais ça demeure un élément pour lequel, en tout cas, il y a beaucoup de questionnements, que ce soit au Mali ou que ce soit ici. Et quand vous regardez, il y a des parallélismes qui se créent en fait. Quand on regarde, vous avez annoncé l'une des premières recommandations fortes, c'est bien sûr que le président de la transition malienne soit désormais le président de la République, le chef de l'État. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous voyez venir? Surpris, c'est pas, pour moi c'est pas ça mais est-ce que c'est pas logique? C'est plutôt ça la bonne approche. Vous faites référence à la dynamique peut-être au sein de l'AES? Mais regardez les motivations qui ont été données pour la décision. Ça a été clair pour ceux qui ont participé aux assises. Ils ont dit qu'il faut que, comme la dynamique s'est faite au Burkina et au Niger, au Mali, on ne parle plus des présidents de transition, mais qu'il y ait un président plein et un président fort. Et il motive aussi cela par un certain nombre d'éléments. Il parle des résultats sur le terrain, qui pour eux sont assez satisfaisants. Et ils disent qu'il y a un enjeu, qui est celui de la stabilité. Et il faut qu'il y ait un président stable pour qu'on parle de cette stabilité-là. Donc, quand on est en transition, c'est en attendant. Est-ce qu'il faut un président en attendant pour des problèmes qui demeurent depuis et auxquels il faut adresser de vraies réponses? Ils ont motivé leur décision. Maintenant, derrière, il faut comprendre que je voyais difficilement qu'on ait un Burkina où, après des assises, on a un président de transition qui devient président. Au Niger, on a vu comment ça s'est fait. Et puis pour le Mali, on est en train allègrement d'aller vers des élections. La question allait toujours se poser sur mais pourquoi est-ce que là-bas c'est possible et ici ce n'est pas possible? Parce que n'oublions pas que dans ce qui est en train d'être fait comme dynamique, on est dans une cassure profonde. Le président l'a dit ici, il faut que ce soit tenu pour dire, on n'est pas en démocratie. On est en révolution progressiste populaire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il dit lui-même que la question des élections, la question de la démocratie, c'est un aboutissement.
ça veut dire que ça demande des changements profonds pour qu'on en arrive à ce qu'il y ait l'expression du peuple comme on le veut, mais de façon claire, mais pas comme on l'avait vécu en son temps, où c'est plutôt un prétexte. On a des démocraties électoralistes où on appelle des gens à venir voter, ce n'est ni transparent, ni libre, il y a beaucoup d'avatars à l'intérieur, et on a souvent des présidents qui se retrouvent mal élus et retombent toujours dans les mêmes problèmes. Donc, il y a une obligation de partir dans le fond et essayer de restructurer les choses, donner de bonnes réponses aux vrais problèmes qui sont en train d'être posés. Mais ça demande un temps. Je pense que c'est un peu la dynamique dans laquelle, c'est la façon dont le problème il est posé. Et donc, si on reste dans des éléments de transition et donc de non-stabilité, on ne peut pas apporter ces réponses légitimes-là, étant entendu que ceux-mêmes qui les portent ne sont pas si bien assis que ça. Je crois que c'est un peu dans cette dynamique. Mais faisons aussi remarquer que sur cette question, les partis politiques, ils ont boudé un peu le rendez-vous. En tout cas, ils n'y ont pas été pour la plupart. Donc, c'est des décisions qui ont été prises aussi les concernant et sans eux. Mais ils sont un peu traités comme dans la plupart des partis, dans la plupart des pays de l'AES, où, pour beaucoup, les politiciens ont été, ou le politique a été une partie du problème. Alors, autre aspect qui mérite qu'on prenne vos clés de lecture, c'est cette question de dissolution des partis politiques au niveau du Mali. Et là, quand on regarde, le Mali a franchi un autre pas. On prend l'exemple du Burkina, où la révolution a été officiellement proclamée. Jusque-là, les activités des partis politiques sont suspendues, mais pour le moment, on n'a pas parlé de dissolution de ces partis. Au Mali, on y est déjà, on parle de dissoudre ces partis. Quelles sont vos clés de lecture? On écoute même je pense qu'il y a eu en marge des partis politiques qui ont eu à organiser un point de presse. Ils ont dit que la constitution malienne protège ce droit-là qu'ils ont à s'organiser politiquement. Donc, ils invoquent donc des textes, le texte fondamental qui ici pour eux a été foulé aux pieds. Donc ça devient un autre débat. Sûrement que peut-être ils donneront une forme juridique à la chose, nous ne savons pas. Mais n'oublions pas que les Maliens aussi sont en train de prévoir, je pense, des assises pour revoir un peu la charte aussi. Est-ce que ce n'est pas des éléments qu'ils vont prendre en compte? Ça, c'est la question qui se pose. Mais je crois que ce soit au Burkina, ou que ce soit au Niger, ou que ce soit au Mali, il y a la perception de ce que le politique ait été partie du problème. Donc relativement à cela, il y a un genre de ressenti fort qui ressort, qui est légitime, de déception forte, parce que les turpitudes dans lesquelles sont ces pays-là, avec le terrorisme, beaucoup y voient aussi le manque de fermeté et puis quelquefois les louvoiements de nos anciens chefs d'État, qui étaient des politiques mais qui n'ont pas su gérer les choses à un moment donné, et qui sont allés à des compromis, à des gens de compromis, juste pour pouvoir garder le siège et pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est des éléments qui jouent aujourd'hui sur le regard qu'ils ont. Regardez ce qui est décidé ou en train d'être entrevu. Les conditions de création, par exemple, de partis politiques. On parle de caution de 100 millions de francs CFA. On parle de critères de représentativité nationale, l'interdiction du nomadisme politique, la suppression du financement public des partis politiques. Et même sur la question des élections, il a été proposé la suspension de toutes les élections prévues notamment. Bon, et puis, désormais, il y a un tour unique et il serait assorti d'une caution de 250 millions de francs CFA pour les candidats. Mais quand vous regardez derrière, qu'est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que vous lisez? La barre est en train d'être mise assez haut. Ils se disent, maintenant, ne venez pas en politique pour vous enrichir. Ayez l'argent avant de venir. C'est un peu ce que le Malien de façon générale a envie d'imposer, parce qu'il est fatigué de voir des hommes qui viennent et qui se servent de la politique comme étant une échelle sociale. Ici, on a parlé à une certaine époque de l'expression entrepreneur politique. Voilà. C'est-à-dire, on vous a vu ici, comme on dit, vous étiez ceci, vous militez ici, 2 ans, 3 ans après, vous êtes à l'Assemblée, vous êtes ceci, c'est de gros carrosses, vous êtes devenu entrepreneur, vous avez plein de... Et on se dit, c'est la politique qui sert de passerelle. Ce n'est plus, ils sont plus d'accord. On ne vient pas s'enrichir. Venez avec votre argent et puis participez. Mais est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Ça demeure donc une question. Est-ce qu'elle n'est pas exclusionniste? Parce que même demain, celui qui l'a voté, malien, qui pense qu'à un moment donné, il a un bon projet pour le Mali, il devra, s'il n'a pas les 250 millions, il devra s'asseoir et attendre. C'est ça aussi la réalité. Donc je veux dire que dans le texte, on sent la déception que beaucoup ont
de l'acteur politique. Mais je pense que c'est des éléments qui petit à petit aussi vont se régler d'eux-mêmes. Je vais terminer avec ma dernière question, parce que quand on regarde, il y a une certaine collégialité dans la prise des décisions au sein de la Confédération de l'AES. Faut-il craindre pour le Burkina et le Niger que l'on en vienne aussi à une telle décision de procéder à une dissolution des partis politiques? Je ne sais pas si ça c'est des éléments actés forcément. C'est déjà des recommandations. On est encore dans des recommandations. Donc ce n'est pas des éléments actés, c'est ceux qui vont regarder, voir aussi les éléments de texte et puis essayer de calibrer par rapport à ça. Mais je dis déjà, aux recommandations, on voit un peu l'esprit et on voit les déceptions. C'est ce que moi je pense sur les axes qui concernent les partis politiques. Mais vous l'avez vu aussi, quoi qu'on dise au Burkina, où à un moment donné même, je me demande si les acteurs politiques là ne mettaient pas de la mousse sous les paires de souliers pour ne pas que ça craque. Parce que si on vous le connaît, vous faites tout petit. Parce que beaucoup ont vu à un moment donné que dans les turpitudes que nous avons, ils n'ont pas été la solution. Bien au contraire, il y a beaucoup qui ont plus enfoncé qu'autre chose. Mais c'est pas tout le monde. C'est ça aussi qu'il faut faire comme différence. Beaucoup viennent en politique avec leurs convictions, mais en la matière, le problème c'est que on va dire, c'est comme une question d'œuf pourri. C'est-à-dire que c'est le seul là qui gâte les autres. Et on s'en tient à ça. Mais on est d'accord qu'il y a il y a, comment dire cela, sur ce chapitre-là, il y a beaucoup de réformes à faire, il y a une bonne refonte à faire. Et ça, c'est important. D'aucuns vous diront que tous ne sont pas négatifs. Pour ceux qui sont sincères, il y a peut-être lieu de voir aussi l'inclusion. Oui, mais c'est ce que je dis. Je me demande si dans 5-10 ans on continuera comme ça à un moment donné. Forcément on va arriver à des systèmes où le peuple devra s'exprimer pour dire qu'il veut et comment, et chacun viendra proposer pour qu'il juge, pour qu'il en juge. Mais il faudrait que ce processus là ne soit plus le processus comme on le faisait avant, où on a un genre de démocratie qui est invoqué, mais juste comme ça. Sinon, au fond, ce n'était pas de la démocratie, c'était pas l'expression vraie du peuple, parce que tout était biaisé. Tant qu'on n'en arrive pas à des réformes vraies, à repenser la chose, à l'adapter à nos réalités et à permettre à ce que ce soit vraiment une expression franche, transparente et ouverte, tant qu'on ne reforme pas les choses, ça va être difficile. Et regardez, la plupart du temps, ce qu'ont été nos résultats, ça a été très souvent la stratification des moyens mis. Le premier, c'est celui qui a mis le plus de moyens. Le deuxième, ça a été toujours comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit vraiment mener les réflexions et les bonnes. En tout cas, merci à vous, Geoffroy Vara. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci d'avoir pris ce temps pour éclairer avec les clés de lecture. Ça a été un plaisir. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders 3TV et Watt FM. Merci se referme ce numéro du DG Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. TV, la télé interactive.